On l'appelle la dame de fer du panafricanisme. Elle est l'une des voix les plus écoutées sur le continent. Ses prises de position sur le numérique ont fait d'elle une figure incontournable et iconique du panafricanisme actuel. Chers internautes, votre émission Femmes actuelles reçoit aujourd'hui Nathalie Nyamba. Bonjour madame. Bonjour. Si vous le permettez, on va dire camarade Nathalie Nyamba. Ça me va très bien, camarade Françoise. Bienvenue sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. Merci de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous et avec votre public. C'est nous qui sommes ravis de vous recevoir. Revenons d'abord sur votre parcours avant d'entamer l'actualité qui nous concerne directement. Oui. Vous êtes passé d'un poste de DRH chez MTN, une multinationale sud-africaine spécialisée dans la télécommunication, à une figure politique incontournable sur le continent. Qu'est-ce qui a déclenché ce basculement? Merci de me donner l'occasion de parler un peu de moi. En fait, le basculement était quelque chose qui était prévu chez moi depuis très longtemps. J'avais identifié la nécessité de devoir changer la mentalité en Afrique depuis longtemps. Je travaillais d'abord dans les médias comme journaliste en Allemagne et puis ensuite j'ai travaillé dans la communication quand je suis rentrée au Cameroun. Et puis j'ai eu l'occasion de faire mes classes et mes preuves dans le domaine RH et je me suis dit que c'était quelque chose de très intéressant pour apprendre comment changer les mentalités, la culture en entreprise, donc dans un cercle plus restreint, m'entraîner, me former pour plus tard me lancer dans le changement au niveau du continent. Donc on peut dire que ce poste a forgé votre personnalité? Oui, ma carrière RH, alors j'étais chez MTN, avant d'être chez MTN j'étais chez Maersk, les conteneurs. Ouais. J'étais la directrice des ressources humaines de la communication de Maersk Cameroun, Guinée équatoriale, puis j'ai été expatriée au Nigeria et c'est là-bas que MTN est venu me débaucher pour m'amener dans les télécoms. Et effectivement, ça m'a permis de travailler et d'avoir une meilleure compréhension des enjeux sociaux, des dynamiques d'entreprise, de pouvoir. J'ai travaillé dans un secteur de la logistique qui était avec ce qu'on appelle les blue collars, donc beaucoup d'ouvriers, etc. Et quand on arrive dans les télécoms, c'est plus de l'ingénierie, des sciences. Donc ça vous permet d'augmenter votre catalogue d'expériences, vos connaissances. Et c'est quelque chose qui est toujours utile quand on aspire à impulser un changement au niveau d'un pays, au niveau d'un continent, en effet. Merci bien. Votre mère est suisse, votre papa est camerounais. Comment votre double culture suisse-camerounaise a-t-elle façonné votre regard sur l'Afrique? Alors, je ne sais pas parce que je n'ai pas franchement l'impression d'avoir une culture suisse, sauf en ce qui concerne la ponctualité. Je suis extrêmement ponctuelle. Déjà une grande voilà. Donc, mais sinon, j'ai quitté la Suisse. Je suis née en Suisse, mais j'ai quitté la Suisse quand j'avais 8 ans. Et j'ai fait jusqu'à mon baccalauréat au Cameroun. Et ensuite, je suis allée faire des études en Allemagne. Et je suis rentrée accoucher au Cameroun parce que c'était quelque chose que j'ai toujours voulu. Je n'ai pas eu la chance d'être née sur ce continent, mais j'ai décidé que le jour où moi je donne vie, ce sera sur la terre africaine. Donc je suis revenue. Et je dois dire la période de 8 ans à 18 ans et puis celle après quand je suis venue m'installer a été celle qui a le plus marqué mon enfance. Ce qui s'est passé avant 8 ans, je me souviens de choses en Suisse qui n'étaient pas d'ailleurs très plaisantes parce que dans ces années-là, il n'y avait pas beaucoup d'Africains, surtout dans le bled perdu dans lequel j'habitais là-bas dans les montagnes. Donc, on a eu des épisodes un peu de racisme, etc., qui m'ont très tôt fait comprendre que ces gens-là, ce n'est pas des gens qui nous aiment particulièrement. Ça n'allait pas être facile. Voilà. Même pour ma mère d'ailleurs, parce qu'entrer dans un mariage mixte à cette époque-là, elle a été très rejetée par les siens. Mais depuis 1977, ma mère n'a plus jamais quitté l'Afrique. Elle est toujours avec mon père au Cameroun. Et donc, de 8 ans à 18 ans, ce sont des années qui m'ont beaucoup marquée et qui m'ont imprégnée. Donc, je n'ai jamais eu cette ambivalence que beaucoup de gens métis, mulâtres ont à se dire où est-ce que j'appartiens. J'ai toujours su que j'appartenais à l'Afrique. Et d'ailleurs, ma mère, qui est
de couleur blanche m'a toujours dit que j'appartenais à l'Afrique. C'est comme ça qu'elle nous a éduqués. Donc, je n'ai pas eu affaire à cette ambivalence. Mais c'est vrai qu'en termes de rigueur, en termes de ponctualité, d'une certaine façon de travailler, j'ai peut-être des gènes quand même assez germaniques qui sont un peu carrés là. C'est peut-être ça. On retient que vos racines sont africaines. Absolument, mes racines sont définitivement africaines, j'en suis très fière. Et puis, c'est même pas quelque chose dont on doit être particulièrement fier, c'est un fait. C'est quelque chose qui vous ancre quelque part. Vous pouvez ensuite vous déployer dans le monde, aller et revenir, mais vous savez toujours où vous revenez. Et chez moi, c'est l'Afrique. Et j'ai voulu, vous savez, on a des traditions en Afrique. Nous, c'est d'enterrer le placenta dans ma tribu, c'est d'enterrer le placenta quand on a donné naissance. Et je l'ai fait pour mon fils, pour qu'il ait aussi, de façon spirituelle, métaphysique, cet ancrage sur le continent. Très bien. On sait que vous ne passez pas par le dos de la cuillère pour dire ce que vous pensez et prendre la parole pour contester l'ordre établi vous expose souvent à des critiques sexistes. Quel est le coût personnel de ce militantisme? Il est élevé. Il est élevé parce que le militantisme, qu'il soit d'ailleurs au niveau africain ou au niveau des partis politiques ou des associations, même dans nos territoires, dès lors qu'une femme se lance dans la chose politique, dans l'engagement militant, on a surtout tendance à dire, bon, ben toi, la place de la femme est dans la cuisine, est-ce que ton mari va pas faire ceci? Certaines fois même, au sein d'une famille, d'un couple, peut-être le compagnon peut mal le prendre si la femme fait carrière subitement, a plus de visibilité, plus de responsabilité. Mais c'est ça l'engagement, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a toujours un coût à payer. En politique et dans le militantisme, il est violent. On subit des insultes, on subit des dénigrements, on doit se battre même pour avoir sa place à table, oui, souvent. Mais ça forge à la lutte. Vous foncez tête baissée? Ah, moi, jamais tête baissée, mais je fonce avec la résolution d'un bulldozer dans l'affaire. C'est-à-dire que je suis une combattante depuis toujours. Et que ce soit en entreprise d'ailleurs ou maintenant dans le militantisme politique, je prends ma place là où je pense qu'elle doit être. Et par la force des arguments, par la force du travail, par la force de la conviction, généralement, ça finit. À ce sujet, vous avez même reçu des menaces de mort. Comment une femme publique gère-t-elle cette violence? Bon, je ne peux pas dire que c'est quelque chose de naturel auquel on est habitué. C'est vrai que quand on arrive dans le combat, on sait que ça va être violent. Mais quel que soit ce qu'on a anticipé, le jour où on commence à recevoir des menaces de mort contre soi-même, contre les membres de sa famille, ça vous fait quand même réfléchir. Moi, ça m'a surtout fait réfléchir au fait que j'ai entraîné mes proches. J'ai mis mes proches en danger. Que mon combat met mes proches en danger. Je me suis posé des questions si c'était un peu égoïste de ma part d'avoir fait ça. Et puis après, vous savez, on a tous quelque part une mission sur Terre à remplir. J'ai la chance de savoir quelle est la mienne. J'ai eu depuis le temps l'occasion de discuter avec mes parents, avec mon fils, avec ma famille, parce que les sacrifices n'ont pas commencé avec les menaces de mort, ça a commencé bien avant. Et j'ai eu la chance d'être beaucoup soutenue par les miens qui m'ont dit, écoute, c'est ce que tu dois faire, ne t'occupe pas de nous, on va faire attention. Mais c'est pas facile, c'est pas pour moi-même. J'ai toujours eu la conviction que j'aurais une mort assez violente. Donc c'est pas quelque chose qui m'ébranle. Pourquoi vous pensez comme ça? Parce que c'est comme ça que le système est conçu, oui. On a toujours éliminé les gens qui sont comme moi, qui essayent de bouger et de faire tomber ce système. Donc c'est quelque chose avec lequel j'ai eu le temps de m'habituer, mais c'est la mise en danger de mes proches qui n'ont rien demandé. C'est ça qui m'a fait un peu travailler. D'ailleurs, c'est le but des menaces de mort, c'est d'essayer de vous
de vous effrayer, de vous couper de votre ancrage familial et social, de vous Intimider. isoler, de vous intimider, de les intimider pour qu'ils se retirent, ce qui s'est d'ailleurs passé parce que j'avais été expulsée de Côte d'Ivoire vers la Suisse. Et c'est en Suisse que j'ai reçu des menaces de mort. Et j'avoue que la famille maternelle de ma mère, bon, ce n'est pas des gens qui sont dans mon combat, qui connaissent ce que je fais. Impliqués. Et se retrouver eux-mêmes pris en filature, menacés, recevoir des lettres anonymes à cause de moi. Bon, il y a certains qui ont eu un peu peur et qui ont pris un peu de recul. Je ne leur en veux pas, je les comprends parfaitement. Mais ça n'a pas marché à long terme puisque ça ne m'a pas empêché de continuer mon combat. Et comme je le dis personnellement, je vis depuis tellement longtemps avec la certitude que je ne vivrai pas très 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 longtemps et que je ne vais pas partir de façon sereine, que moi personnellement ça ne m'impressionne plus. Comment liez-vous votre combat pour la souveraineté nationale à celui pour l'autonomie financière des femmes? Ben, les femmes sont, dans nos pays en tout cas, la colonne vertébrale de l'économie. Donc, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la société, on est la colonne vertébrale. Donc, si on travaille pour la souveraineté, pour le progrès social, automatiquement, on mène un combat pour l'amélioration de la condition de la femme. Les femmes doivent être au cœur de tout. Elles sont. C'est même si elles n'ont pas envie, elles sont au cœur. C'est elles qui donnent la vie, c'est elles qui éduquent, c'est elles qui sont l'ancrage familial, c'est elles qui souvent vont ramener l'argent du foyer ou compléter l'argent de la ration avec leurs activités. La femme, c'est la femme qui transmet. Donc elles sont factuellement au cœur de tout et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que le camarade président Sankara avait mis la femme aussi au cœur de son combat, la femme, l'écologie, et c'est pas pour rien, c'est une réalité. On m'a dit parfois que je ne parlais pas suffisamment des femmes, mais j'explique souvent donc dans ce cas-là que le combat que je mène pour le progrès social en Afrique est un combat intrinsèquement qui va bénéficier aux femmes. Donc ça prend en compte les femmes. Bien sûr. Alors, Madame Nyamba, la crise sécuritaire frappe différemment les hommes et les femmes. Comment votre approche panafricaniste peut-elle transformer les femmes sahéliennes de simples victimes en véritables actrices de la paix? Je pense que dans le combat dans lequel nous nous trouvons au Sahel, la paix va passer par notre capacité à faire la guerre, même si ça semble difficile. Mais nous avons en face de nous des adversaires qui ont décidé de nous combattre par tous les moyens nécessaires, en faisant usage d'une violence indicible contre nous. Nos morts sont sans visage, sans nombre, on ne se souvient jamais d'eux. Alors que eux, s'il y a une personne qui meurt de leur côté, on en fait tout un pataquès. Je pense qu'il est utopique de croire qu'on peut arriver à faire cesser cette situation sur la durée sans être dans une compréhension des enjeux. Et l'enjeu, c'est que si tu veux la paix, prépare la guerre. Il faut que les femmes du Sahel soient dans une optique de comprendre qu'elles doivent être des guerrières, d'abord. Et c'est quand tu es guerrière que celui qui est en face, là, quand il regarde dans tes yeux, là, il voit que chacun est prêt. Alors, il se dit peut-être qu'on va discuter au lieu de se combattre. Je ne pense pas qu'on pourra avoir la paix au Sahel sans être prêt à la guerre. Donc, je pense que nous, les femmes, nous devons nous préparer à ça, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit économiquement. Il faut être toujours dans une optique que nous sommes dans une économie de guerre, dans un temps de guerre, et ceux d'en face ne vont pas reculer, parce que leur survie, on va dire leur confort, dépend du fait que nous soyons vaincus. Or, notre survie en tant que famille, en tant qu'individu, en tant que collectif, dépend du fait que nous puissions nous réapproprier nos ressources, nous réapproprier nos savoirs, pour pouvoir construire notre prospérité et notre paix, notre sérénité.
Donc la participation des femmes, ça doit être visible et effective. Absolument. Il faut que les femmes, vous savez, en période de guerre, les femmes, les hommes, chacun a un rôle à jouer. Okay. Certes, il y a peut-être des choses qui sont réservées par la force physique aux hommes, mais les femmes ont joué un rôle extraordinaire dans la victoire des Vietnamiens, par exemple, dans toutes les guerres, d'ailleurs, quand vous regardez. Il y a des femmes combattantes, mais il y a des femmes qui, en deuxième ligne, en troisième ligne, font tenir l'économie, font tenir la famille, transmettent l'esprit patriotique qui est nécessaire à leurs enfants. Parce que on a tendance à penser que c'est l'école qui éduque, mais l'école instruit. L'éducation vient dans la famille et là, c'est la maman. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. C'est une évidence. Oui, c'est les mamans qui font émerger les combattants, les patriotes. D'ailleurs, c'est quelque chose que je saisis l'occasion de l'évoquer, mais quand je vais dans d'autres pays, notamment en Afrique de l'Est ou en Afrique australe, on me demande souvent, mais comment les gens au Burkina font pour que la jeunesse soit consciente? Et je dis, bon, peut-être qu'il faudra qu'on réussisse à inviter des femmes du Burkina qui viennent partager avec vous leur expérience. C'est vrai qu'il y a une avance de 40 ans parce que Sankara avait déjà planté des graines, mais il y a des partages d'expériences à faire pour que les mamans ailleurs comprennent comment on peut élever des gens qui sont travailleurs, qui sont patriotes, qui ont un esprit de sacrifice et le goût de l'effort. Je pense que oui. Vous avez bien réussi ça ici, au Burkina. Vous parlez du Burkina. Effectivement, on voit au Burkina de nouvelles voix féminines. Au-delà des différences d'idées, comment les femmes doivent-elles s'organiser pour peser sur les décisions publiques, selon vous? Il faut prendre sa place. Comment? Il faut prendre sa place avec, en l'exigeant, en se faisant de la place, en combattant. C'est un combat. Quand vous regardez, bon, aujourd'hui, heureusement, les partis politiques sont suspendus, mais quand vous regardez les partis politiques ou même les entreprises, vous avez peut-être 12 personnes qui décident, il y a une femme. Vous voyez, non? Même à l'IPN, je suis la seule femme pour l'instant. Mais je pense qu'il faut travailler à prendre sa place. Il faut ne pas compter sur une discrimination positive. Il ne faut pas qu'il y ait une place réservée aux femmes juste parce qu'elles sont femmes. Il faut qu'autour de la table, quand il y a des décideurs ou des combattants, ceux qui sont assis là soient des gens compétents. Et nous, les femmes, nous avons cette compétence. Alors effectivement, quand le chemin est obstrué pour les filles, c'est difficile. Quand on regarde depuis l'école, dans nos pays, malheureusement, quand on doit faire le choix qui on envoie à l'école, qui on n'envoie pas, quand on n'a pas suffisamment d'argent, on choisit plutôt les garçons. Parce qu'on se dit, les filles, de toute façon, elles vont aller en mariage. Elles peuvent attendre. Son mari va la gérer là-bas. Ça, c'est des choses qu'il faut changer. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau des politiques publiques, il faut combler le gap. Il faut dire, bon, si en tant qu'État, on n'a pas suffisamment d'argent pour rendre l'école gratuite pour tous, pendant un certain temps, jusqu'à ce que le gap soit comblé, on va rendre l'éducation gratuite pour la petite fille. Parce que c'est elle qui est désavantagée aujourd'hui dans la pratique. Mais ensuite, c'est vraiment de faire le travail. Je pense que c'est vous. Vous avez une télévision qui est dédiée aux femmes. Vous-même, vous êtes des femmes. Les animatrices sont des femmes. Les décideurs sont des femmes. On a à prendre sa place en combattant là où il faut, comme il faut, et avec les armes qui nous sont données. C'est un appel aux femmes à prendre la parole, à accepter certaines responsabilités aussi. Les responsabilités sont là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de, vous en aviez parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de dénigrement parfois quand tu essayes d'émerger. Mais il faut être solide. Et il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et quand on veut, il faut le dire à haute voix, il faut le dire de façon sûre, et il faut le dire en étant accompagné de compétences. Quand vous êtes compétente, je crois qu'à un moment donné, peu importe l'âge, la taille, la couleur, le genre, on prend la compétence comme elle vient. La personne va s'affirmer. Elle va s'affirmer. Et la résistance qui se fait aux femmes affûte
notre capacité à résister à ça. Thomas Sankara affirmait que la femme doit mener un double combat contre le patriarcat et contre l'impérialisme. Est-ce toujours vrai aujourd'hui, d'après vos analyses, ou bien la souveraineté doit-elle désormais transcender la question du genre? Non, je pense que l'impérialisme et le patriarcat sont d'ailleurs deux faces d'une même pièce. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dès lors qu'on est dans un univers impérialiste ou qui subit l'impérialisme, c'est les femmes qui sont les premières victimes, puisque c'est elles qui sont la colonne vertébrale de la famille, de la plus petite cellule familiale jusqu'à de la société. Donc, effectivement, l'impérialisme, le patriarcat, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On est toujours les premières victimes. Si vous regardez même du terrorisme ou du mercenariat terroriste auquel nous sommes soumis, les femmes sont exposées. Elles perdent leur vie, elles perdent leurs enfants, elles perdent leur mari, elles perdent leurs revenus, elles perdent tout. Donc dans le combat pour la conquête de notre souveraineté, c'est pour ça que je disais, nous devons d'abord devenir guerrières, comprendre qu'il ne nous sera fait aucun cadeau, que chacune de nous doit pouvoir être un soldat au sens physique et mental de cette révolution. Et ensuite, il faut se dire que quand on va mettre en place les mécanismes qui vont rendre cette souveraineté durement acquise, durable, il faut qu'on ait en tête qu'on doit sécuriser la femme, parce que c'est elle qui restera le cœur de la famille, le cœur de l'éducation, le cœur du travail. Venons-en à l'actualité du moment. Il s'agit de votre entrée au Conseil d'orientation de l'IPN Farafina. Vous venez d'intégrer le Conseil de l'Institut des peuples noirs Farafina. Quelle mission concrète comptez-vous y mener? Bon, nous avons eu l'occasion ce matin d'ailleurs d'être reçus par le camarade président du FASO, qui nous a dit de façon très claire ce qu'il attendait de nous. Nous sommes là pour construire le narratif, nous sommes là pour éduquer et former. Nous avons affaire à deux défis actuellement. Nous avons le défi de l'impérialisme extérieur et nous avons aussi le défi du manque de conscience dans nos propres rangs. Et cette alliance d'impérialistes qui trouvent des relais parmi nous qui fait que leur combat nous malmène. Donc nous devons travailler à déconstruire le narratif extérieur, mais en même temps construire une conscience africaine et nous assurer qu'il y ait de moins en moins de perdus, d'apatrides, de traîtres parmi nous. Et de neutres d'ailleurs, j'ajouterais, parce que pour moi la neutralité est un choix. Donc c'est cette mission, nous sommes l'IPN Farafina est le bras politique conceptuel qui va se mettre à la disposition du combat pour la conquête de notre souveraineté et qui va essayer de l'inscrire dans la durée. Parce qu'ainsi que le camarade président l'a dit, je le disais aussi souvent, bon, on ne fait pas ce combat pour nous-mêmes. Moi, j'aurai bientôt 57 ans. Et ce combat que nous menons, on va peut-être même pas en voir tous les fruits, mais nos enfants, nos petits-enfants vont pouvoir en bénéficier si tout se passe bien. Et donc, voilà, il faut qu'on arrive à transmettre, à sécuriser et à ne pas se contenter de faire des coups, de gagner juste quelques victoires sans gagner la guerre. Il faut qu'on arrive à pérenniser toutes les victoires que nous obtenons et à les transformer en quelque chose de durable au bénéfice des populations africaines. Et là-dedans, nous avons notre rôle à jouer. Ce travail peut être vu comme un héritage pour la postérité. Oui, en tout cas, il s'agit de façonner une stratégie, de façonner une méthodologie qui puisse sécuriser cet héritage pour la postérité. Tout à fait. Que ce soit d'ailleurs à tous les niveaux, ce soit au niveau de la jeunesse, au niveau des fonctionnaires, au niveau des couches paysannes, au niveau des entrepreneurs, c'est vraiment
de nous assurer qu'avec le travail que nous allons produire, avec les chercheurs, avec toutes les bonnes volontés qui vont se mettre à disposition et avec l'appui de la présidence du FASO et de l'AES, nous puissions vraiment faire émerger un cadre où d'ici maintenant, plus une génération, une autre génération, on puisse avoir un socle commun où on va se dire, quel que soit ce qui arrive, je peux être de gauche ou de droite pour reprendre des concepts extérieurs. On peut ne pas être d'accord sur telle chose, telle chose, telle chose, mais nous avons un socle commun, un minimum républicain qui nous dit, quel que soit lambda, je ne vais jamais accepter de l'argent pour nuire à mon pays. On peut trouver d'autres moyens. Et c'est cette mentalité, ce changement de mentalité qui est au centre de l'objet de l'IPN Farafina. Nous devons y travailler. À présent, nous allons aborder un autre point. Le Parlement européen a adopté une résolution dénonçant la répression de l'espace civique au Burkina Faso. Quelle est votre lecture de ce texte? Quoi? Est-ce que le Burkina Faso est en Europe? Quand on regarde une carte là, est-ce que leur visage et notre visage là, c'est la même chose? Sinon, l'espace civique qui est malmené là, on voit ça en Ukraine, on voit ça un peu partout. S'ils ont besoin de regarder même, ils peuvent regarder ce qui se passe en Asie, ailleurs, mais c'est seulement sur nous qui se focalisent. Et quelque part, je les comprends. Je ne partage pas cet avis, mais je les comprends. Il faut savoir que pour la France, le Sahel était une réserve. Quand vous regardez dans l'histoire, vous remarquerez que les pays impérialistes ont commencé par exploiter les pays côtiers, parce que c'était plus facile pour extraire les ressources. Donc on a commencé à exploiter tous les pays de la côte africaine, on a construit des ports, on a construit des chemins de fer qui permettent d'exporter les ressources, les bananes, enfin tout, hein, et puis de les amener chez eux. Et le Sahel, dans leur conception, était en dehors de l'uranium du Niger, dont ils ont eu besoin tout de suite, mais le Sahel, c'était leur réserve. Donc quand ils vont finir de bien essorer tous les pays côtiers, ils vont maintenant commencer à exploiter le Sahel. Et on est venu avec l'arrivée de nos camarades présidents dans les 3 pays de l'AES, tout ce beau plan-là, toute cette projection dans l'avenir a tombé très bas dans l'eau. Et ça, ils sont incapables de penser un nouveau système qui va compenser cette perte. Parce que ça va nécessiter de leur part qu'ils créent peut-être leur Institut des peuples blancs, et puis qu'ils aillent réfléchir comment ils peuvent se développer sans exploiter les autres, sans voler chez les autres. Et ils n'arrivent pas à faire cette mue psychologique, idéologique, cognitive. Pour eux, le Sahel, l'Afrique, c'est leur propriété. Nous sommes dans une guerre de propriété. Eux, ils disent que la terre, tout ce qui est ici leur appartient. Et nous disons, nous ne sommes pas seulement les gardiens de vos choses, c'est nos choses. Et c'est cette incompréhension, c'est cette guerre qui a toutes ces répercussions sanglantes, économiques, sécuritaires que nous voyons. Ils n'arrivent pas à accepter cette réalité. Ils n'arrivent pas à s'en détacher. Non, ils n'arrivent pas à penser une nouvelle façon d'interagir avec nous. Non pas une façon de spoliation, mais une façon de partenariat. Parce qu'ils nous considèrent comme des sous-hommes. S'ils nous considéraient comme des humains, ils allaient discuter avec nous. Mais eux, nous sommes moins que leurs chiens et leurs chats. Ils prennent des assurances pour leurs animaux de compagnie. Mais nous sommes des bêtes sauvages. Alors, s'ils pouvaient avoir l'Afrique sans les Africains, pour eux, c'était tout bénef. Et ça fait peut-être mal de le dire, mal de l'entendre, mais c'est une réalité. Et dans ça, ils sont solidaires. Parce que la résolution qui a été prise sur le Burkina Faso, c'est à l'initiative de la France. Mais moi, j'ai pris le temps de regarder toute la session du Parlement européen. Et j'ai constaté que la 3e intervenante, c'était une dame polonaise. Alors, je ne parle pas le polonais. Mais j'ai vu la virulence avec laquelle elle s'est exprimée sur le Burkina Faso. J'ai saisi des mots ci et là, dictatura, ta. J'ai dit, mais l'attente ici, c'est comment?
qu'est-ce que le Burkina Faso a fait à la Pologne pour que la représentante polonaise au Parlement européen soit aussi vindicative, aussi agressive. Et c'est la solidarité européenne. Dans le mal, quand il s'agit de nous faire du mal, ils sont solidaires. Nous ne savons pas être solidaires, ce qui est très dommage. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en Europe, on a compris que depuis très longtemps, la France est le pays qui est opérationnel militairement en Afrique. Toutes ces opérations extérieures, Serval, Sabre, Barkhane, tout ça là, c'est... En fait, on a compris en Occident que, ok, quand il s'agit de l'Afrique, ceux qui sont sur le terrain militairement, qui peuvent sécuriser nos entreprises, etc., c'est la France. Donc, quand la France arrive et puis dit, bon, vraiment, au Sahel, là, ça va pas, eux tous, ils sont d'accord. On obéit. Oui, même pour moi. Je veux dire, moi, c'est 27 ministres des Affaires étrangères européens qui m'ont sanctionné. Mais dans les 27, là, combien sont capables de me reconnaître si on se croise ici dehors, là? Combien sont capables de dire, ah ça c'est la dame que j'ai sanctionnée? Ils ne me connaissent même pas, pour certains d'entre eux. Mais parce que leurs collègues français, leurs collègues belges, leurs collègues allemands leur a dit que à celle-ci là, elle réussit à obtenir des changements de mentalité, elle est influente ici. Alors ils s'assoient tous, ils ne te connaissent pas, mais ils te sanctionnent. C'est ce qui s'est passé avec le Burkina Faso. Et je pense que c'est, comme en toute chose, ça, c'est peut-être la femme, la maman. Moi, j'essaie toujours de tirer une leçon de ce qui se passe. Ces choses-là nous font comprendre que ces gens-là ne vont pas changer. Et il faut arrêter d'être courtois avec eux. Si tu veux venir, tu ne dis pas « Oh, j'ai une nouvelle approche de l'Union européenne pour le Sahel. » Montre-nous d'abord ta nouvelle approche. Il faut des preuves. Oui, tu parles de nous, tu dis junte. Si vous remarquez bien, quand ils viennent individuellement, ils sont polis. Quand l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, tout ça viennent ici, ils viennent rencontrer nos autorités, ils sont polis, hein. Mais quand ils veulent être impolis, ils se cachent derrière l'Union européenne. C'est eux qui disent les juntes, les ceci, les cela, les droits de l'homme. C'est eux qui viennent taper sur nous. Et ils pensent que nous sommes idiots et que nous ne voyons pas la dualité qu'ils utilisent. Et parfois, dans nos administrations, on est encore trop courtois, cette courtoisie diplomatique. Il faut dépasser la courtoisie diplomatique. Et c'est pour ça que la rupture qui a été énoncée de la part du Burkina est salvatrice. Et j'espère que d'autres vont suivre. Quand on n'est pas d'accord, on s'arrête. C'est à ce moment-là, vous savez, quand on rompt comme ça, là, on va voir dans 5 ans, dans 10 ans, qui rit et qui pleure. On verra. En tout cas, nous, là, on peut vivre sans eux. Je ne suis pas sûre qu'eux peuvent vivre sans nous. Je suis d'ailleurs certaine qu'ils ne le peuvent pas. C'est leur population qui n'en sont pas encore très conscientes. Mais leurs élites savent très bien pourquoi ils nous font la guerre ici pour pouvoir rester. À un certain moment, il faut arrêter de faire semblant. Il faut taper sur la table. Oui. Vous savez, la courtoisie, souvent on me le reproche, on me dit que je ne suis pas suffisamment courtoise, que je suis très dure, que je suis... Mais c'est ce que j'ai apporté peut-être dans ce combat, c'est-à-dire qu'en ayant observé tout ce qui s'est passé, j'ai compris que quand on leur dit les choses dans leur cadre à eux, on ne bouge pas. Moi, j'ai cassé le cadre. Et dorénavant, de la façon dont tu me traites, c'est comme ça que moi je te traite. Alors si ça vous choque, vous pouvez imaginer comment nous on est choqués de la façon dont... Moi, je le mets un miroir. Et je pense qu'il faut que chacun de nous mette un miroir à ces gens-là pour qu'ils comprennent. Et pour ça, ça ne peut pas se faire dans la courtoisie, dans la tempérance, dans la... Non. Nous allons redéfinir notre propre cadrage diplomatique. Voilà. Bien dit. Le gouvernement burkinabé, Mme Niam, a qualifié cette résolution de nulle et de nul effet et d'ingérence néocoloniale. Partagez-vous entièrement cette lecture? C'est une ingérence brutale. Je veux dire, à quel moment un organe étranger vient exiger l'abrogation d'une loi au Burkina, dans un autre pays qui n'est même pas membre ni de l'organisation, ni de l'espace territorial.
À quel moment vous vous levez pour venir nous dire non, il faut abroger la loi sur la dissolution des partis politiques, non, il ne faut pas faire ceci avec la peine de mort, non, il ne faut pas... Vous quoi? Est-ce que quand eux, ils font leurs choses là, nous, on parle chez eux? Peut-être qu'on devrait commencer aussi, chaque fois qu'il y a quelque chose là-bas, que nos ambassadeurs, oui, peut-être qu'il faut leur faire ça. Et vous allez voir que c'est parmi nos propres frères africains qu'on va venir nous dire, non mais pourquoi vous faites ça? Ça ne se fait pas, vous aussi. Qui vous prend au sérieux? Mais pourtant, quand eux font ça avec nous, vous les prenez au sérieux. L'ingérence est quelque chose qui est proscrit dans les relations internationales, qui est très encadré, qui est très très encadré. Et cet encadrement prévoit à l'article 7 de la Charte des Nations Unies que si un pays est sur le point de causer un danger ou de mettre en danger la paix internationale, l'ONU, à travers le Conseil de sécurité, a le droit d'intervenir. Ce que le Parlement européen a fait avec le Burkina, qu'il avait fait quelques semaines avant, quelques mois avant avec le Niger, et qu'il va probablement faire avec le Mali prochainement, c'est de préparer le narratif pour venir dire qu'on pourra appliquer le chapitre 7 de l'ONU. On vient dire qu'il n'y a plus de droits de l'homme, que la situation sécuritaire est catastrophique, que l'on met en danger des communautés, etc. Tout ça, ça peut nous sembler ridicule, mais c'est la préparation systématique du contexte qui va permettre l'activation de l'article 7 de la charte de l'ONU, qui est le seul qui peut justifier une ingérence étrangère dans un pays membre. C'est seulement ça qui peut le justifier. Donc ils le font, ils savent très bien que ça n'a aucune portée, que personne ne va réagir ici, mais ils établissent le narratif et le contexte diplomatique pour qu'un jour ou l'autre, on nous dise, le Conseil de sécurité s'est réuni, on trouve que vraiment ce qui se passe dans l'AES là, on met en danger des populations, on a détruit les libertés, ça... Une façon de baliser le terrain et puis avoir tous les arguments possibles pour intervenir. Il prépare le terrain pour une intervention. Cette ingérence est inacceptable, mais elle prépare le lit d'une ingérence qui sera acceptable si elle arrive à être activée dans le cadre de l'article 7 de la Charte des Nations Unies. Donc, il ne faut pas rire avec ça, il ne faut pas rire avec les rapports comme Human Rights Watch qui s'étaient passés auparavant. Il faut des réactions fermes, et c'est pour ça que la réaction du Burkina est tout à fait, non pas seulement bienvenue, mais essentielle. Essentielle. Il faut vraiment préparer les choses. Ah oui. Il ne faut pas se dire, oh c'est des bêtises. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est-à-dire qu'on a écrit pendant longtemps que j'étais un agent russe, J'ai trouvé ça tellement ridicule que j'ai d'autres choses à faire, je n'ai pas réagi. Et puis pour me sanctionner, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les articles de Le Monde, de Jeune Afrique, qui disaient que j'étais un agent russe. Ils n'ont rien d'autre que des articles de journaux et puis des bavardages sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas fait une enquête, ils n'ont rien fait. Et moi, comme j'avais laissé passer, j'aurais dû amener en fait systématiquement ces gens-là en diffamation au tribunal. Il n'y aurait peut-être pas eu de cas de sanctions contre moi aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que, comme on tire les leçons, je pousse vraiment nos États à ne rien laisser passer. Quand quelque chose d'aussi diffamatoire, d'aussi grossier, d'aussi en contre-vérité totale avec ce qui se passe, il ne faut rien laisser passer. Il faut taper sur la table. Oui, il faut taper sur la table, il faut contredire, il faut faire des déclarations officielles. Et là, le pas de la rupture diplomatique montre qu'on a atteint un niveau où on ne peut plus accepter cela. On ne peut plus. C'est une hostilité. On est dans une guerre hybride. La guerre hybride se passe sur le terrain, mais elle se passe dans le champ communicationnel, dans le champ diplomatique, dans le champ économique. Et là, je pense qu'il est clair pour tout le monde. Aucun pays européen ne peut aujourd'hui avoir recours à la France pour venir faire des affaires en Afrique. Tout le monde a compris dans le monde que la France a perdu l'Afrique. Et c'est à travers ce genre de pas et de décisions comme celle de la rupture des relations diplomatiques que cela va être établi et qu'on va pouvoir renégocier certaines choses. Merci pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Madame Nyamba, la résolution évoque aussi l'inquiétude de l'Union européenne
face à l'influence croissante de la Russie au Burkina Faso. Que répondez-vous à cet argument, vous qui êtes identifié comme proche de la Russie? Oui, l'agent russe par excellence. Je dois être le plus mauvais agent russe de la Terre parce que, voilà, non, je vais vous donner ma réponse très froide, c'est-à-dire que ça ne les regarde pas. Que le Burkina Faso veuille avoir des partenariats, des relations avec la Russie, avec la Chine, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec qui ils veulent, est du ressort du gouvernement du Venezuela, du Burkina Faso. Ça ne regarde pas les Européens. Je veux dire, on ne va pas accepter d'être tiré de force dans leurs problèmes entre cousins là-bas. Parce que bon, la Russie, l'Europe sont sur un même espace là-bas. Nous n'avons absolument rien à voir avec ça. Et même si on peut dire, ah, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on ait des relations poussées avec tel État ou tel État? Si nous, on peut se le dire en interne, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de venir nous faire des leçons, ni nous donner des instructions là-dessus. D'autant plus que pendant que ils veulent nous complexer sur ça et qu'ils écrivent ça dans leur résolution, eux achètent du pétrole russe là-bas au calme. Eux achètent leur matériel, eux continuent de se parler, eux continuent d'avoir des échanges. Mais nous, on n'a pas le droit. Parce que normalement, c'est eux qui parlent pour nous. Oui. Voilà. Il faut savoir que la Russie, bon, il faut être très clair, la Russie ne va pas mener notre combat à notre place. Eux, ils ont leurs problèmes, nous, on a les nôtres. Mais nous avons une alliance aujourd'hui, sécuritaire, pour certains, stratégique pour d'autres. Eux, ils ont des alliances. Moi, j'ai vécu en Allemagne pendant 13 ans, j'ai fait mes études là-bas. Mais l'Allemagne est remplie de bases militaires américaines. Je ne dis pas de présence militaire, de bases militaires. Les plus grosses bases militaires américaines en Europe sont en Allemagne. Les GI sont partout. La ville dans laquelle j'ai étudié était une base. Il n'y avait que des soldats américains là-bas. Est-ce que nous, on s'est levé pour aller leur dire que pourquoi vous avez des bases américaines chez vous là-bas? Est-ce que c'est faisable même? Ah, peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse. Puisque eux prennent l'audace de le faire avec nous, peut-être qu'il faudrait que nous aussi, on émette des communiqués régulièrement pour indiquer et indexer cela. Les États choisissent leurs partenaires. Tant que leurs partenaires, les partenariats qu'ils choisissent, ne sont pas là pour mettre en danger les voisins, ils ont la souveraineté de choisir ce qu'ils veulent. Les pays du Golfe font affaire avec les États-Unis. Ils ont des bases américaines dans les pays du Golfe. Il n'y aurait aucun problème à cela, mais quand c'est des bases américaines des pays du Golfe que vous allez bombarder l'Iran, l'Iran vous bombarde, vous. Ce n'est pas un problème personnel entre voisins, mais comme tu as hébergé un ennemi chez toi et que cet ennemi m'attaque, donc j'ai le droit d'aller t'attaquer chez toi. Mais nous, là, la présence ou non putative des Russes ou pas, a mis quoi en danger chez eux? Par contre, eux téléportent leurs palabres. On retrouve aujourd'hui des Ukrainiens qui équipent les mercenaires au Sahel, qui entraînent, qui donnent des armes. Ça, c'est un problème. Mais ce n'est pas à l'Europe de décider avec qui un État africain peut ou ne peut pas avoir de relations. Ça ne les regarde pas. Ils vont devoir faire avec. La Russie aujourd'hui en Europe, c'est l'élément qui mobilise les gens. Ils sont en train de vouloir préparer un affrontement Europe-Russie pour 2030, je crois. Et ils cherchent des justifications un peu partout. Mais nous n'avons pas à les laisser faire ça. Moi, quand je suis venue pour l'installation, le jour où on nous a installés, j'ai rencontré un ambassadeur. C'était l'ambassadeur d'Allemagne. Et ce monsieur m'a dit, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Je me suis dit, ah bon, d'accord. Et je me suis souvenu que j'avais fait une vidéo sur lui, il y a 2 ans. Parce que je pensais qu'il avait changé. Je ne savais pas que c'était son visage qui était là. Mais il était venu, il avait croisé ses pieds devant le premier ministre de l'époque, qui était Kélem Betambela, et il était venu lui demander des comptes par rapport à la collaboration entre le Burkina et la Russie. Et j'avais vu cet extrait au journal, et ça m'avait tellement énervé que j'avais fait une petite vidéo de 3-4 minutes qui l'a visiblement très choqué, puisqu'il se souvient de moi encore 2 ans après, mais où je disais en vertu de quoi?
Toi, on vient de t'accréditer ambassadeur, tu viens croiser tes jambes devant un premier ministre et nous demander des comptes. Et vous savez, nos autorités sont urbaines, elles sont diplomates, elles vous répondent. Si c'était moi là, la chose allait très mal se passer sur place. Et le fait que je lui ai parlé, comme je lui ai parlé dans ma vidéo, ça l'a tellement choqué que 2 ans et demi après, lorsqu'on m'installait l'autre jour, il se souvenait de ça et il était très mal à l'aise. J'ai juste dit, j'espère que vous avez changé votre façon de faire. Puis j'ai traversé. Donc voilà, c'est à nous, ce sont nos pays, ce sont nos ressources, c'est notre destin et c'est à nous de faire les règles. Si tu veux interagir avec nous, tu entres dans ce cadre. Si tu ne veux pas, tu restes dehors. Le monde est vaste. Il n'y a pas un seul pays avec qui il faut qu'on fasse. Le monde est vaste et nous sommes nous-mêmes pleins de ressources en interne. Wow, le temps passe vite. En effet. Nous sommes déjà au terme de notre émission. Et pour conclure cet entretien, nous avons une dernière question pour vous qui s'adresse directement à la jeunesse qui nous regarde à travers Queen Mafa TV. Quel est le seul outil de résilience politique que vous conseillerez aux jeunes burkinabés qui veulent s'engager dans un contexte social aussi exigeant? Je pense que c'est vraiment la mentalité. Je pense que notre meilleure arme, c'est d'avoir une mentalité patriote, une mentalité de résistance, une mentalité qui ne craint pas l'effort. Je pense que c'est ça. Et de savoir que aucun développement, aucun bien-être, aucun progrès ne viendra de l'extérieur si nous-mêmes, nous n'avons pas préparé le champ à l'intérieur. Il faut vraiment être très concentré. Il ne faut pas accepter la division. L'impérialisme a toujours fonctionné en divisant les autres. Quels que soient nos désaccords en interne, il ne faut jamais, jamais, jamais se faire l'outil, l'instrument de la division extérieure. Vraiment, il faut construire ce patriotisme. Il y a beaucoup qui est fait au FASO pour cela. Il y a beaucoup, dès la petite enfance, on fait des camps, on inculque, on fait. Mais chacun doit faire sa part chez soi. Il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Nous sommes chacun en tant qu'individu responsable de la victoire ou de la défaite collective que nous allons expérimenter. Donc soyez chacun d'entre vous le soldat de cette révolution. Soyez chacun d'entre vous l'acteur de cette révolution dans votre environnement, à la maison, à l'école, au travail, au village, en ville, en entreprise, au champ. Si chacun fait sa part, personne ne nous pourra, comme on dit. En résumé, chacun apporte sa pierre à l'édification de la nation. Absolument, absolument. Chers internautes, ainsi s'achève cette émission. C'était un plaisir pour nous de recevoir Madame Nathalie Nyambo, ou devrais-je dire camarade Nathalie Nyambo. Camarade, ça me va. Merci d'avoir partagé avec nous votre lecture de la souveraineté au féminin et votre regard sur l'actualité brillante entre Ouagadougou et Bruxelles. Merci à vous, chers internautes, qui nous avez suivis. Retrouvez cet entretien et l'ensemble de nos productions sur les plateformes de Queen Mafa TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.